Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la préparation mentale. Aujourd'hui, on a un thème particulier qui est la communication. Pourquoi c'est un thème particulier ? Parce que dans tous les conflits, qu'ils soient entre joueurs ou avec un entraîneur ou même avec en entreprise, à la maison, avec les parents, en couple, avec les potes, etc., la première source de conflit entre guillemets ou de problème, c'est la communication, parce qu'on n'arrive pas à communiquer de façon le mieux possible, on n'arrive pas à communiquer le mieux possible tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire, enfin déjà ce qu'est la communication, comment on peut faire pour mieux communiquer et le mieux possible. On va voir que la communication, c'est pas juste envoyer une information, il y a bien plus que ça. Pourquoi c'est une source de conflits et de problèmes ? À cause des non-dits en général. C'est des choses qu'on interprète, où on plante une graine dans notre cervelle, dans notre tête, et on s'imagine tous les cas possibles. En général, ils sont tous négatifs, bien entendu. C'est toujours comme ça, et ça crée de l'énervement, de la colère, etc., etc. C'est jamais bon. Je dis toujours à mes clients, quel que soit leur sport, qu'importe, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur hiérarchie, entre guillemets, dans le groupe ou autre, je leur dis toujours qu'ils ont le droit et le devoir, donc le droit et le devoir de demander un retour, un feedback ou des explications à leur coach. En général, le coach ne va pas aller voir chacun des athlètes quand c'est un sport collectif, foot, rugby, basket, etc. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Idéalement, il faudrait qu'il le fasse, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et des fois, c'est aussi faire preuve c'est un peu du projet soit pédagogique ou du projet sportif ou un projet humain, de dire j'ai les informations, s'ils veulent les chercher, ils vont me demander. S'ils ne veulent pas, c'est que voilà. On ne va pas leur donner. Il y a aussi ce côté rendre l'athlète autonome et acteur. Si tu veux des informations, il va falloir venir les chercher. Parce que si on te donne tout, c'est un peu trop facile. Donc, beaucoup de joueurs n'osent pas aller voir leur entraîneur pour leur demander un retour, un feedback ou des explications sur la qualité de leur entraînement, la qualité de leur match, pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés soit en tant que titulaire, voire même sur la feuille de match, pourquoi est-ce qu'il y a eu telle remarque, telle critique, etc., etc. En général, on reste dans notre coin et on s'imagine tous les scénarios possibles. Ils m'aiment pas, ici et ça, etc. Et là, ça fait effet boule de neige et ça grossit jusqu'à un jour soit exploser, soit le joueur peut partir et dire écoute, moi j'arrête soit le sport, soit je change de club, etc. Alors que c'était un problème de communication et donc qui a généré de l'interprétation. Donc, c'est très important d'aller demander pour un joueur, un athlète, de demander des explications à son entraîneur. Droit et devoir. Donc avant pour rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir les définitions. Donc je suis allé sur Internet pour voir des définitions. J'en ai trouvé plusieurs, 2 sur vraiment la vraie définition de la communication, qui sont l'action ou le fait de transmettre quelque chose. D'accord ? Donc c'est donner quelque chose à quelqu'un d'autre, une information en général. L'autre définition, c'est un échange verbal entre un interlocuteur et dont l'interlocuteur qui sollicite une réponse. Je vais répéter sans bafouiller. C'est un échange verbal entre deux interlocuteurs et dont un en particulier sollicite une réponse. Celui qui donne le message, en général, soit sollicite une réponse, un échange, ou la personne qui pose une question demande « Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ?» Et en posant cette question, il demande une réponse, un retour. Le but de la communication, c'est de délivrer un message, quel que soit le moyen. D'accord ? C'est faire en sorte que le message soit compris, voire appliqué quand il s'agit de consignes. Et c'est là où les choses commencent à plus aller dans le même sens. Le but, je répète, c'est de délivrer un message, quel que soit le moyen pour qu'il soit compris et appliqué.
d'accord? Quand on regarde les définitions, c'est juste transmettre quelque chose, transmettre un message, d'accord? Ou un échange verbal. Un échange verbal, déjà, on commence à peut-être être dans la compréhension du message. C'est important. Donc pour vous donner d'autres moyens de communication, vous allez voir qu'ils ne vont pas du tout avec cette définition et on voit que ça n'a rien à voir, c'est les discours. Un discours est un moyen de communiquer. Un discours, c'est un monologue quelque part, d'accord? Il n'y a pas moyen de savoir si le message est compris. Tout ce qui est discours en entreprise, discours politique, je balance mon information et je ne fais... Il n'y a pas... Il n'y a pas de volonté d'avoir de feedback et de dire est-ce que vous avez compris mon message, est-ce que vous avez des questions, des remarques, etc. Par contre, une discussion, d'accord, entre deux personnes, 3, 4 personnes, entre un groupe, c'est de la communication. Les moyens peuvent être limités, hein. On peut faire soit à l'oral, soit WhatsApp, visio, téléphone, qu'importe, mais c'est un seul et même moyen. Et par contre, là, ça dépendra de la qualité de l'interlocuteur ou de la personne qui anime peut-être, c'est de savoir est-ce que ces personnes-là vont demander si le message est compris, d'accord? Parce qu'on peut faire des discussions, mais on essaie d'imposer notre point de vue. Donc on n'est plus vraiment dans l'échange ou dans la discussion, on est quelque part dans un discours à imposer un message, d'accord? Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas forcément simple tout ce qui est communication et faire en sorte que le message soit compris. Dans la communication, il n'y a pas forcément de notion de dominer ou avoir raison. Et on va voir ça un peu plus tard. Dominer, non, si on n'est pas dans la communication quand on essaie de dominer ou avoir raison. Ça, c'est plutôt des débats, ok? La communication, c'est quelque chose de neutre, entre guillemets, à mon sens, hein, c'est quelque chose de neutre où il s'agit de donner une information et faire en sorte qu'elle soit comprise. Si elle n'est pas comprise, on ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça qu'au début de chaque thème sur des podcasts, je commence par des définitions pour être sûr qu'on parle le même langage. Et ça, vous m'avez entendu le dire plein de fois. Et c'est ce que je fais encore au quotidien avec mes clients ou quand je donne des cours à la fac, je fais très attention qu'on soit sur la même longueur d'onde, entre guillemets, ou qu'on parle le même langage, qu'on parle de la même chose de la même manière. Sinon, on va partir en conflit et ça ne va pas du tout fonctionner. Quelque chose d'hyper important, je me suis rendu compte à travers l'expérience, c'est que dans les définitions que je vous ai données depuis le début, quand je vous explique ce qu'est la communication, il manque une chose. Et cette chose manquante, c'est les émotions. Parce que quand vous communiquez, quelle que soit la manière dont chacun d'entre nous communique, on va être influencé par ces émotions. Ces émotions vont influencer la manière dont on va véhiculer le message, dont on va communiquer. D'accord ? Ce qui fait que sa compréhension peut être biaisée, peut être altérée. Et cette émotion, c'est cette émotion que, en tant que, que personne qui parle, l'émotion va dicter la manière dont je vais parler, mais surtout la personne en face qui reçoit le message. Donc moi je suis l'émetteur et il y a l'émettrice, la réception de l'autre côté, qui va recevoir le message en fonction de ses émotions, de son état émotionnel, va pas capter le message de la même manière. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. C'est pour ça que quand on est en conflit, ou quand quelqu'un est de mauvaise humeur, lui apporter une mauvaise nouvelle ou lui faire des reproches ou lui dire « Tiens, tu aurais dû faire ci et ça » ou « Je suis pas content », attention, on peut le faire, mais il ne faut pas s'attendre à avoir le retour qu'on aurait souhaité. Des fois, c'est peut-être mieux d'attendre quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours pour être sûr que la personne soit dans les bonnes conditions émotionnelles pour recevoir le message. Ça dépend encore une fois de l'objectif, mais si on veut que notre message soit compris et appliqué, il faut faire en sorte que la personne en face de nous soit dans les bonnes conditions et ait tout compris. S'il y a une mécommunication ou que la communication ne se passe pas bien, c'est pas de la faute de la personne qui reçoit le message, c'est de la faute de celle qui envoie le message, qu'il n'a pas tout mis en place pour que le message soit entendu, compris et ensuite mis en application. Pour vous donner des chiffres et pour vous montrer à quel point la communication est très importante et c'est encore une fois source de conflit, on a ce que l'on veut dire, donc c'est 100% du message. Par contre, ce qui est répercuté derrière, il y a uniquement 10% de ce qu'on a en tête qui est répercuté. Pourquoi ? Parce que entre
Entre tout ça, il y a il y a plusieurs étapes et qui vont commencer à altérer un peu le message. Donc, on part de ce que l'on veut dire, c'est 100% notre message, notre idée. Dès qu'on dit réellement, ce qu'on l'on dit réellement, bah là, il y a déjà une partie qui s'enlève. 70% à peu près du message est dit. Parce que les 30% ou les 30 points pardon, qui manquent, et c'est soit on n'a pas mis les bons mots, soit on n'a pas mis la bonne intonation. Et en général, quand on dit quelque chose, pas tout le temps, mais quand on dit des choses importantes, combien de fois vous avez regretté ? Merde, je voulais pas dire ça comme ça, j'aurais dû le dire comme ça aurait été mieux compris, j'aurais été plus clair. Et ben voilà, déjà il y a 30 points qui partent à la poubelle. Ensuite, il y a l'interlocuteur en face, enfin la personne en face, pardon, ce qu'elle entend 60%, 60% des 100%, d'accord, de ce qui est entendu. Ensuite, ce qui est écouté, parce qu'il y a des moments parasites, la télé, les enfants, les amis, la météo, qu'importe, les smartphones, il y a ce qui est écouté. Ensuite, ce qui est compris. Et là, entre ce qui est écouté et ce qui est compris, il y a une nette différence parce que j'entends ce que tu me dis, j'écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai rien compris. Je ne comprends pas ce mot, je comprends pas ce que tu veux dire derrière. Et ensuite, sur ce qui est compris, il y a ce qui est retenu. Donc, dans les différents chiffres et pourcentages, il y a ce que l'on veut dire, 100% sur ce qu'il y a dans notre tête. Ce que l'on dit réellement, donc les mots que l'on dit, c'est 70% du message. Ensuite, ce qui est entendu, c'est 60%. Ce qui est écouté, c'est 50. Donc déjà, entre ce que j'ai dans ma tête et ce qui est écouté par mon interlocuteur en face, il y a déjà la moitié qui est partie à la poubelle. Ce qu'il a compris, c'est 40% de ces 100%. Ce qu'il a retenu, c'est 20% de ces 100%. Et ce qui est répercuté, c'est 10%. Donc pardonnez-moi l'expression, mais quand on dit souvent autant pisser dans un violon, vous avez un peu l'explication de cette expression avec des chiffres. Donc c'est pour ça que il est nécessaire de répéter, de reformuler avec d'autres mots, d'adapter notre communication à l'interlocuteur en face de nous. Il est aussi très important de demander si c'est compris. D'accord ? Est-ce qu'ils ont des questions, etc. Et les raisons pour lesquelles il y a autant de déperditions, il y a quand même 90%, 90 points de déperdition, ce qui est énorme, vient de facteurs multiples. Il y a le bruit qu'il peut y avoir autour de nous, il y a la fatigue de l'un et de l'autre, il y a le stress, les émotions, l'état d'esprit, la concentration, etc., etc. Il y a plein de choses qui font que... qu'il y ait une énorme différence entre ces deux. Donc déjà, je trouve que ce schéma où ces chiffres sont hyper parlants et on comprend pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des conflits ou une mauvaise communication, donc des mauvais résultats, parce que la communication n'a pas été bonne. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur la communication à proprement dite, la communication, il y a plusieurs choses à prendre en compte, d'accord ? Il y a le côté verbal. Et ça, on va voir, c'est les mots qu'on va utiliser. Le côté non-verbal, la respiration, les gestes, etc. Le paraverbal, donc c'est le rythme de notre voix, le ton, etc. Et chacun des trois a une part d'importance dans la communication ou pas. D'accord ? Le verbal pur, c'est 7%. 7% des mots, enfin, le 7% de la communication, ce sont les mots. 55%, c'est le non-verbal. Donc la manière dont je me tiens. Si je me tiens droit, ou si je me tiens les épaules en arrière, je marche lentement, etc. Ça, c'est le non-verbal. Le paraverbal, c'est le rythme, le ton. Ouais, dans mes podcasts, moi, je suis quelqu'un qui parle très vite. D'accord ? Ça, c'est un rythme que j'ai, c'est mon paraverbal. Le volume aussi, j'essaie de parler assez fort. Et je pense que si vous réécoutez, parce que ça m'arrive des fois de le faire, si vous réécoutez mes tout premiers podcasts, j'ai une voix, moi je trouve, monotone, un peu basse. Parce que c'est le tout premier, manque de confiance, etc. Avec le temps, je vais arriver à trouver mon rythme. Parce qu'il y a cette confiance. Et donc, le message va passer beaucoup plus facilement. Donc, le verbal, c'est 7%. Le non-verbal, le corps, c'est 55%. Et le paraverbal, c'est 38%. Ça veut dire que 93% de la communication vient de tout le corps et pas des mots. Les mots, c'est uniquement 7%. Et de tout le reste, 93%, c'est le reste, à savoir le corps et le ton. Ce n'est pas les mots. Donc, des fois, quand je fais des exercices en cours ou en cohésion d'équipe, on se rend compte à travers des exercices, c'est pas moi qui leur dis, c'est eux qui le voient après, on voit que des fois les mots ne servent strictement à rien.
Les mots, des fois, polluent le message et ne servent strictement à rien. Et c'est pour ça que des fois, on parle de mise en action. Je mets en action. Et on verra dans un podcast un peu plus tard sur le leadership. Et une des caractéristiques d'un leader, c'est qu'il montre le chemin. Il ne dit pas ce qu'on doit faire. Il ne donne pas des ordres. Il montre le chemin à suivre. Donc voilà, on voit que... Et c'est pour ça que un leader a cette caractéristique parce qu'il montre le chemin et ça vient de son non-verbal et du paraverbal. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et je vais être sûr que c'est bien compris sur la notion entre verbal, non-verbal et paraverbal. Donc verbal, rappelez-vous, donc c'est 7% de la communication, c'est les mots. Il y a le sens dénotatif et le sens connotatif. Le sens dénotatif des mots, c'est le sens littéral du mot. Donc par exemple, si je vous donne la couleur noire, le sens littéral du mot, c'est une couleur. D'accord ? La couleur noire, c'est noir. Par contre, le sens connotatif, c'est toutes le sens ou les interprétations que vous allez y mettre. Et là, ça varie entre les personnes. Pour vous donner un exemple, le noir peut représenter le luxe pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est l'austérité, l'autorité, voire la force. Et d'autres, complètement l'inverse, ça peut être le deuil, la peur, la mort. Donc vous voyez que la couleur, enfin un mot, le mot noir, c'est une couleur pour tout le monde, mais le sens derrière va être complètement différent. C'est pour ça que la définition du mot est ultra important. Je commence tous mes cours avec des définitions de mots. Quand on parle sur un thème, leadership, communication, confiance en soi, on va sur de la définition tout de suite. D'accord ? Quand je suis avec mes clients en accompagnement, c'est la même chose. En séance, comme ils me disent quelque chose, un mot, une phrase ou autre, où je n'arrive pas à vraiment tout ressentir comme eux pourraient le mettre, où je sens qu'on ne va pas dans la même direction de compréhension, j'arrête et je demande la définition. J'essaie de comprendre le mot du client. D'accord ? Je leur demande leur définition quasiment pour être sûr qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne tous les deux. Sinon, on va dans deux directions différentes et on ne se comprendra pas. Et en fait, ça n'aura servi à rien, voire mon client va sortir très frustré. Moi aussi, bien entendu. Mais lui encore plus, qui est dire « j'ai payé ». Et ça n'a pas marché, je ressors énervé. C'est pas bon. Donc le verbal, sont les mots que vous allez utiliser. Un mot a une définition, mais il peut y avoir des interprétations complètement différentes en fonction des personnes. Donc là, très important. Le non-verbal, donc rappelez-vous, le non-verbal, c'est 55% de la communication. C'est la position du corps, les gestes. Quand vous regardez des discours ou des personnes parler, il y a des personnes qui parlent énormément avec les mains. Ils bougent beaucoup, parce qu'ils ont peut-être plein d'énergie, ou voilà. Ils aiment bien utiliser les mains. D'autres, ils restent droits comme un i et ça ne bouge pas. D'accord ? Donc ça, c'est le corps, c'est ça le non-verbal. Par exemple, quand vous êtes lors d'un examen, vous êtes soit le prof ou autre, ou même vous êtes étudiant et vous observez autour de vous les personnes qui sont assises sur une chaise et la jambe elle bouge. Vous savez, cette fameuse jambe qui bouge, là, qui sautille. C'est porteur d'un message. Ça veut dire quelque chose. Le corps est en train de parler parce que la personne soit ne veut pas en parler, soit n'est pas à l'écoute, mais il se passe quelque chose. On va pas se mentir, on le sait tous, hein, c'est soit du stress, soit de l'excitation avant de rentrer sur un match, sur un terrain par exemple. Mais le corps parle. Le corps parle et dans tout ce qui est thérapie, on dit toujours que des fois le cerveau il occulte des informations pour se protéger et pour nous protéger, mais le corps n'oublie jamais. Le corps est cicatrisé intérieurement par tout ce qui est tout ce on a pu subir ou tous les accidents ou traumatismes qu'on a. Le corps n'oublie jamais. Et c'est pour ça que certaines thérapies, notamment la Gestalt et la pratique de la sophrologie, on travaille énormément sur le corps pour se reconnecter au corps, pour que justement la communication puisse se refaire entre le corps et l'esprit. Donc le corps, c'est pour ça que le non-verbal, le corps qui est 55%, est ultra importante. Et si vous regardez des discours de personnes ou des gens avec qui vous discutez et qui sont droit comme un et qui ne bougent pas, c'est très difficile. D'accord ? C'est très difficile de suivre, pas forcément de comprendre, mais de suivre tout ce que la personne dit. Et c'est pas anodin non plus, quand vous faites des présentations, parce que en ce moment je donne beaucoup de présentations, je demande aux étudiants de faire beaucoup de présentations, et le langage du corps, donc le non-verbal est hyper intéressant. Certains se retournent
me regardent plus, ne regardent plus la classe, mais lisent le tableau. Donc ça coupe la communication. C'est pas anodin, mais ça coupe la communication. Peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on les regarde dans les yeux, peut-être parce qu'ils ont besoin de lire leurs notes, qu'importe. Ça, c'est hyper important aussi dans la communication, d'accord ? Tout ça, comme je vous le disais, le non-verbal permet de voir, d'accord ? De transmettre ce que le verbal ne permet pas. C'est rajouter une corde en plus dans la communication, une intonation en plus dans la communication. Bon, on ne le voyez pas parce que je suis en podcast, mais quand je communique et quand je vous donne les informations, quand je parle dans le micro, j'utilise mes bras. J'ai mes jambes qui bougent en permanence. Si je pouvais le faire debout, je pense que ce serait beaucoup plus simple, mais ça ferait beaucoup plus de bruit. Mais je bouge, que c'est comme ça que je suis, que je fais. Et je sais qu'en bougeant, le fait de bouger, ça évacue et ça permet de transmettre de l'énergie supplémentaire dans le message. Parce que si je fais un podcast monotone, au bout de 2 minutes, tout le monde va raccrocher et vous n'allez plus lire ou écouter les suivants. Et moi, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai besoin que vous puissiez comprendre ce que je dis, de le transmettre. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus... Même si on ne se voit pas et je ne peux pas faire de feedback, j'essaye au maximum de bouger avec mes mains. Et pour vous montrer encore une fois le non-verbal, à quel point il est important, combien de fois vous avez vu quelqu'un, et je suis sûr que ça vous arrive, de dire « qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas bonne mine, tu n'as pas l'air heureux ». Sans que la personne ne parle. Rien que dans son langage du corps, dans sa façon d'être, on arrive à voir des choses, d'accord ? On arrive à voir dans le corps ce qui se dégage, d'accord ? C'est ça le non-verbal. Le paraverbal, enfin, c'est donc le rythme de la voix, le ton, le volume, la force, la rapidité. D'accord ? Et ça, c'est 38%. Donc, on avait le verbal qui est à 7%, le non-verbal à 55% et le paraverbal à 38%. Pour vous donner un exemple, sur 2 mots que je vais dire, mais pas de la même manière, vous allez voir que le ton n'est pas du tout le même et donc le message ne sera pas le même. Si je vous dis, ou si je dis à quelqu'un, tu m'énerves. Bon, il y a le message, énervé, ok, mais c'est sur un ton assez neutre, basique. Par contre, si je dis, tu m'énerves, là on voit, excusez-moi pour les oreilles, pour ceux qui ont des casques ou même en voiture, c'est pas que ça va pas causer d'accident. On sent que déjà, c'est pas le même ton, c'est un ton beaucoup plus agressif. Donc le message passe beaucoup plus. Et même en cours, aux personnes, si vous êtes entraîneur, aux sportifs que vous accompagnez, à vos enfants, qu'importe, si on lui dit, tu m'énerves, la personne en face de nous ne va pas entendre le message, juste entendre le mot, et rappelez-vous, le mot c'est uniquement 7%, là il va dire ok, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors que si on le met avec un ton plus agressif, le mot qu'on met derrière, on n'en a rien à cirer presque, parce que le ton va faire le travail. L'impact ne sera pas du tout le même, d'accord ? C'est ça la différence du paraverbal ou non, d'accord ? C'est ça la force du paraverbal. Et dans le paraverbal, mais aussi dans le non-verbal, mais dans le paraverbal, c'est l'est aussi, ça permet de mettre une émotion, ou de mettre de l'émotion dans le dialogue, dans la communication. Et c'est là où c'est cool, parce que c'est là où on peut transmettre plein de choses. D'accord ? Donc, rappelez-vous, la chose que vous devez retenir là-dessus, c'est les mots ne sont pas les plus importants. Loin de là, c'est 7%, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment vous le dites. C'est comme en communication, marketing ou autre, c'est pas le message le plus important, c'est comment tu véhicules le message, c'est comment tu le dis. Parce qu'on a beau avoir le plus beau des messages, si on n'y met pas le cœur, le ton, le paraverbal, ça sert à rien. Prenez tous les plus grands discours que vous connaissez, Martin Luther King ou qu'importe, prenez tous les grands discours qu'on a entendus. Si vous le dites vous les écoutez, vous les lisez avec un ton monocorde, nul, neutre, en fait, ces discours-là ne seraient jamais rentrés dans l'histoire. C'est parce que ces personnes ont fait ces discours avec de la passion et de l'émotion. Avec du verbal, très peu, mais beaucoup, les mots ont été importants, le verbal, mais surtout le non-verbal et le paraverbal. C'est ça qui a eu l'impact dans ces discours. Donc rappelez-vous, ce ne sont pas les mots les plus importants, c'est uniquement 7%. Ce que vous devez retenir, c'est comment vous le dites et pas ce que vous dites. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Un exercice que je peux vous donner, un exercice, c'est un outil qui est utilisé
qui s'appelle la communication non violente, la CNV, communication non violente. Donc la communication non violente, qu'est-ce que c'est ? Ça a été créé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, Et lui, ce qu'il disait, c'est que la CNV, la communication non violente, elle repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver nos qualités de cœur, même dans les conditions éprouvantes. Je trouve ça intéressant de conserver ces qualités de cœur, donc quelque part humaines, c'est comme ça que moi je l'interprète. Voilà, le cœur, on sait tout ce que c'est un organe, mais il y a ensuite l'interprétation. Même dans des conditions éprouvantes, même quand on est sous stress, quand on peut se sentir agressé, et ben la CNV permet de communiquer, dialoguer de façon le plus posée possible. Et je vais vous expliquer juste après. Mais avant ça, il y a une autre citation de lui, une autre explication de Marshall Rosenberg, qui dit « La violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos besoins insatisfaits. » Moi, je trouve ça génial. C'est un peu comme la fameuse expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh ben c'est ça. C'est la violence, c'est cette chose ou cette accumulation de besoins insatisfaits qui fait qu'à un moment donné, ça explose. À un moment donné, je ne peux plus, ça explose. Sur le podcast sur les émotions, je prenais l'exemple de la boîte, où la boîte, c'est notre corps. Et vous mettez des coussins qui représentent les émotions, vous mettez un couvercle, vous mettez peut-être du scotch, vous ne voulez pas les exprimer, et à un moment donné, ça explose. Et bien là, c'est la même chose. Voilà. Et on a tous eu cette image de quelqu'un qui fait la queue quelque part, et tout d'un coup qui devient agressif, soit parce que quelqu'un passe devant lui, soit parce que ça prend trop de temps. Si vous êtes automobiliste parisien, ben voilà, vous vivez peut-être au quotidien avec tous les automobilistes sur Paris qui klaxonnent dès que le feu passe au vert, ça klaxonne. On n'a même pas eu le temps d'embrayer, de mettre la première vitesse. Ça siffle, ça klaxonne tout de suite. Et ben c'est un peu ça, voilà. Donc, c'est un peu vous donner l'explication de cette dernière phrase. La violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos besoins insatisfaits. Donc, la CNV, la communication non violente, il y a 3 manières de l'utiliser. La première manière, c'est l'auto-empathie. C'est communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en nous. C'est de communiquer avec soi-même pour savoir ce qu'il se passe, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis stressé, qu'est-ce qui ne va pas, etc. etc. C'est un dialogue avec soi-même, d'accord ? L'autre manière, c'est d'avoir une écoute empathique, d'accord ? Donc c'est favoriser le dialogue, quelle que soit la manière, pour que l'autre en face puisse s'exprimer, d'accord ? C'est d'être en empathie, d'être en accueil inconditionnel pour que la personne puisse communiquer sans se sentir jugée. Et la dernière, c'est l'expression authentique, c'est communiquer vers l'autre, donc vers une autre personne, d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. S'il n'y a pas les deux, s'il y a juste l'acceptation du message, ou l'exécution, on est dans une dictature où on oblige quelqu'un à le faire. Là, on est dans la compréhension et dans l'acceptation du message. Et pour ce faire, il y a plusieurs étapes. Et ces étapes vont permettre, la communication non violente vont permettre une chose, c'est d'arriver à un accord gagnant-gagnant. D'accord ? On est là sur un gagnant-gagnant et pas sur un perdant et un gagnant. Si on essaie de dominer ou de s'imposer, il y a un gagnant et un perdant. Si on reste chacun campé sur ses positions, tout le monde perd. Et si on s'adapte ou on se soumet, il y a quand même quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. L'idée, c'est de négocier, de coopérer pour qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on fasse un pas en avant tous les deux, que tous les partis fassent un pas en avant. Donc, il n'y ait pas quelqu'un qui se sente lésé. À la fin d'une communication non violente, on est sur un accord gagnant-gagnant. Les 4 étapes dont je vous parlais sont très très simples. C'est O, S, B et D. OSBD. Le O, c'est observation. Le S, c'est sentiment. B, c'est besoin. Et le D, la demande. Le O, c'est l'observation, c'est dire, d'énoncer, d'expliquer ce que l'on observe. Aucune interprétation. Ce sont des faits réels. C'est carré, c'est fait réel. C'est qu'est-ce qui se passe. Je regarde par exemple dehors, il pleut. Super, c'est pas une interprétation. Il pleut. Je regarde ma montre, il est 15h par exemple. C'est factuel. C'est quelque chose de précis, de factuel, ce qu'on observe. D'accord ? Le sentiment, c'est exprimer les sentiments face à cette observation. J'observe ceci, voici comment je me sens.
Le besoin, exprimer son besoin, sans demander d'action, mais juste un besoin par rapport à cette situation. Et ensuite, il y a la demande. Là, c'est une demande, c'est d'exprimer une demande sans l'exiger, mais là, ça va demander une action, ok, pour remplir ce besoin. Donc, je répète, O, S, B et D. O, l'observation, j'observe de manière factuelle ce que je vois, sans interprétation. Le S, le sentiment, j'exprime les sentiments face à cette situation, comment je me sens. Le B, le besoin, j'exprime mon besoin par rapport à cette situation, comment j'aimerais être. Et ensuite, il y a une demande vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Concrètement, pour vous donner un exemple précis, pour que ça soit, être sûr que ça soit compris, vous êtes dans une situation de conflit avec vous êtes joueur, athlète, et vous êtes en conflit par rapport à votre entraîneur. Et vous allez donc le voir. L'observation, c'est dire, voilà, on a fait un exercice qui a duré 5 minutes, et moi, tu m'as engueulé 3 fois pour telle et telle raison. Les autres, ils ont fait la même chose, tu ne les as pas engueulés. Observation. Sentiment, moi, je me sens défavorisé, je me sens attaqué, et je me sens attaqué. Mon besoin, c'est de me sentir sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire me sentir qu'il n'y ait pas d'injustice, j'ai besoin d'être sur le même pied d'égalité que les autres. Donc ma demande, c'est est-ce que tu peux être, si tu es critique envers moi, l'être avec les autres. Et si tu ne l'es pas avec les autres, que tu ne le sois pas avec moi, que tu aies la même manière de faire avec tout le monde. C'est ça la communication non violente. La communication non violente a été surtout créée et utilisée dans les conflits de guerre, etc., pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. D'accord ? Un autre exemple, je vais vous donner un exemple avec la CNV et un exemple sans CNV. Un exemple sans la CNV, vous êtes entraîneur, vous avez des joueurs, vous avez un groupe de, on va dire, 20 joueurs. Il y en a 4-5 qui discutent, qui rigolent, qui n'écoutent pas les consignes que vous donnez. Et là, vous me faites chier. Et ben, vous allez prendre 5 minutes, tout le monde, tous ensemble, vous me faites chier. Vous allez faire 3 tours de terrain et quand vous serez calmé, vous allez revenir. Le message qui est envoyé, c'est de dire fermez-la. Vous me saoulez, allez faire un tour. L'avantage, c'est qu'ils vont revenir, ils vont se taire. Vous êtes peut-être défoulé, c'est génial. Mais est-ce que ça veut dire que quand ils vont revenir, ils vont être en capacité d'être à l'écoute et de comprendre ce que vous dites ? Pas sûr. Parce qu'ils vont vous dire, attention, si je moufte, si je fais le moindre geste, je vais me faire engueuler. Donc, il faut presque que je ne respire plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre et qu'ils vont être à l'écoute. Donc c'est très important. Par contre, si on prend la CNV, OSBD, observation, écoutez, ça fait 30 secondes que je donne des consignes. Vous 5, vous n'arrêtez pas de rigoler. Vous discutez, vous rigolez. Le sentiment, c'est que j'ai l'impression de parler dans le vent ou que vous ne me respectez pas. Mon besoin, c'est besoin d'être respecté et besoin d'être écouté pour être sûr que les consignes passent. Donc ma demande va être très simple, c'est que vous arrêtiez de parler pendant 30 secondes et que vous soyez à l'écoute pour que j'évite de répéter 2-3 fois après ou pour que l'exercice ne fonctionne pas parce que vous ne serez pas à l'écoute. Tout simplement. J'exprime ce que je vois, ce que je ressens. Et comme nous sommes des êtres humains, il y a cette forme d'empathie chez la plupart de nous, voire quasiment tout le monde. Quand on parle d'émotions, de sentiments, les gens vont être à l'écoute et vont comprendre. Okay ? Et forcément, j'ai exprimé la même chose. D'accord ? Surtout, j'ai mis les mots dessus. Dans cet exemple, je dis j'ai l'impression ou j'ai le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être respecté. C'est exactement le même sentiment, la même émotion que quand je gueule sur quelqu'un. Allez faire 3 tours de terrain, vous me saoulez. C'est la même chose. Sauf que là, j'ai exprimé, l'autre va dire « Ah oui, c'est vrai, il n'a pas de tort ». Et je le fais en cours constamment. Constamment, au bout de plusieurs minutes, voire plusieurs cours, les étudiants parlent, et ben je m'arrête et j'utilise la CNV. Et croyez-moi, ça marche à chaque fois. Tout le temps, plutôt que de gueuler et de balancer les gens à l'extérieur du cours, dire « C'est bon, ne reviens plus, tu me saoules ». Donc, c'est la communication non violente avec les 4 étapes OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Donc, on arrive à la fin. Et pour conclure, en quelques mots, la communication, c'est quoi ? Ça sert à véhiculer un message. Il est très important de faire en sorte qu'on ait compris, qu'on soit compris et que la personne en face de nous comprenne notre message.
Et très très important, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître quelque part et travailler sur les émotions. C'est que notre manière de communiquer va surtout énormément dépendre de notre émotion ou de l'état émotionnel dans lequel on est à l'instant T de la communication, du dialogue, de la discussion, parce qu'il y a les émotions. Et vraiment, vous pouvez aller vous renseigner, vous former si vous le voulez. Mais un des meilleurs outils, pour pouvoir dire le meilleur outil qui existe aujourd'hui en termes de communication, c'est la communication non violente avec ses 4 étapes. Observation, sentiment, besoin, demande. Je suis allé un peu trop vite. Donc voilà, merci infiniment pour ceux qui continuent à m'écouter et qui sont là toutes les 2 semaines. C'est génial, je reçois des feedbacks de façon informelle ou autre à travers quand ceux qui me connaissent. Bon, voilà, c'est plus simple, on est potes. Mais d'autres m'écrivent, donc ça c'est canon. Merci. Je suis content que ça vous plaise. Et voilà, donc j'essaye au maximum d'être le plus pédagogue possible. Là c'est un peu compliqué, mais vraiment si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me les poser avec grand plaisir. Et surtout, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, où que vous soyez, qu'importe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Encore un grand merci, un grand merci de votre fidélité, d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est canon, merci. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas vous mentir, ça me fera de la pub et c'est canon. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Insta, sur LinkedIn, ce sont vraiment les 2 sur lesquels je suis entre guillemets le plus actif, notamment LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller dessus, à me rajouter et à partager encore une fois avec à votre entourage ou même dans les réseaux sociaux, vous me taguez, je le repartagerai, etc. Ce sera canon. Si ça peut se développer, et avec je ne saurais pas comment vous remercier, mais c'est génial. Encore un grand merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.